En 2, la situation du primitif, les conditions d'existence sans les moyens d'exister, de subsister. Grand A, de l'en-soi au pour-soi. Petit 1, l'animisme, origine de l'inclusion et de l'exclusion. La donation d'existence, celle de l'engendrement réciproque du temps et de l'espace grâce à la synthèse spatio-temporelle, assure le passage de l'en-soi, de l'équipement nécessaire et suffisant, au pour-soi, celui d'une autonomie fonctionnelle. Le processus identitaire commence où s'achève l'acquisition des éléments nécessaires à l'identité. C'est pour cette finalité que le genre opère la synthèse de ces éléments constitutifs. Si synthèse il y a, c'est parce que la finalité est devenue possible. Le primitif est un demeuré. Il en reste à la minimalité dialectique et logique, figé à l'identique au moindre développement. Il en reste à l'habitabilité proposée par le spatio-temporel de l'horizontalité élémentaire, le centripète et le centrifuge. Les spécialistes et ethnophilosophes interprètent cette atrophie mentale comme immanence cosmique, relation fusionnelle de l'humain et de l'être. Mais alors, l'horizon se réduit à l'ici et au maintenant. Le temps est aussi immobile que l'espace est figé. Si le primitif est là, ici et maintenant, c'est sur le mode de l'animisme, qui est le système d'exclusion-participation, qui l'amènera à la dualité organisationnelle du totem et du tabou. Petit 2, le processus de survie. L'accès à la survie, c'est-à-dire la reconstitution de la situation du primitif, n'a guère préoccupé les spécialistes des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences humaines. C'est qu'ils imaginent une essence, une nature humaine, qui est un a priori explicatif, alors que la phénoménologie procède à l'inverse. C'est la mise en situation qui est explicative du primitif. Cette mise en situation étant le processus de survie. Celui-ci est une problématique insoupçonnée des spécialistes néo-kantiens. La constitution des conditions d'existence et le passage de ces conditions aux moyens d'existence. Il y a bien deux étapes révélées par ce paradoxe, exister sans les moyens de l'existence. Il faut alors une organisation sociale très forte pour vivre ce paradoxe. Il a fallu tout d'abord acquérir les équipements élémentaires, sensibles, physiques, dialectiques, comme conditions d'existence. La statue de Condillac s'est progressivement animée de la vie sensible à la vie physique, de celle-ci à la socialité. Alors, l'étincelle de l'existence, le spatio-temporel, donation d'existence par l'engendrement réciproque, dualité de complémentarité. Si tout cela est nécessaire, ce n'est pas suffisant. C'est le rudimentaire encore non élémentaire. Nous sommes alors au cœur du paradoxe. La vie comme impossibilité de vivre. Nous soulignerons encore toute l'ironie de la situation. Quel travail du sensible et du physique il a fallu pour en venir à l'impossibilité de vivre. Toute une animation pour constituer les conditions d'une existence impossible. N'est-ce pas alors le comble de la misère humaine, l'expression naturelle de la déréliction originelle, la contingence? On accède à la survie, une condition du ne pas mourir. Cet état de misère est déjà pourtant une conquête tellement la situation humaine est précaire, dérisoire. Ce que l'on croit être le pire nous préserve d'un plus grand malheur. Le survivre est l'état de ce qui n'est pas encore le mourir. C'est le moindre mal entre la mort et la vie, qui n'est pas encore et ce qui n'est plus. Ce qui n'est pas encore et ce qui n'est plus. Le survivre est savoir que l'on vit pour mourir. C'est la philosophie de Heidegger, l'être pour la mort. L'instinct de vie se fait instinct de mort. On passe le temps de vivre à survivre. On comprend bien alors que l'économie de subsistance,
celles qui apportent la garantie de la subsistance, apparaissent comme un Eldorado, une promesse. C'est le principe du progrès. Il n'apporte pas un plus grand bien, mais un moindre mal. Quand je subsiste, j'oublie que je ne suis que survie. À l'origine, le progrès n'est qu'un caractère que l'on prend pour une panacée. La santé, ce serait guérir de ses maladies. Grand B, les conditions de l'existence sans les moyens de vivre. La prédation. L'Homo erectus inaugure l'ère de la survie. C'est une bien longue période, celle du rudimentaire qui peine à accéder à l'élémentaire. La périodisation des sciences de la vie et de la nature sera reprise, mais pour être surdéterminée par cette phénoménologie de la survie. Nous ne ferons ici que rappeler les périodisations constituées par ces sciences. Les âges de la pierre et les âges de l'Homo erectus, Faber, Sapiens, sans oublier l'âge du grain de blé dans le cercueil de la momie. Cette phénoménologie reprend et subsume les époques évoquées par les disciplines corporatistes, en apportant la coupure épistémologique de l'être et du genre et de la praxis, de l'homme originel et de l'homme naturel. Rappelons que notre projet propose le parcours de l'intentionnalité pure, degré zéro de la substance, à l'ontologie sociale du tribalisme clanique. Mais avant d'en venir à l'épopée du genre humain, une autonomisation progressive par la praxis et la subjectivité, il faut déterminer plus précisément le commencement de la phénoménologie et révéler l'acte constitutif et non reconnu comme originel et décisif par les disciplines corporatistes, le mode de production. C'est qu'il y a bien des manières de méconnaître. Relativiser, déconsidérer, banaliser permettent de ne pas reconnaître toute la portée de la détermination apportée par ce mode de production. On peut même entrevoir la nécessité, mais sans en dégager les conséquences. C'est la survie qui explique le primitif, et non le primitif qui explique la survie. C'est une situation phénoménologique qui détermine l'état de nature, ce que l'on prend pour l'essence de l'homme. Alors, les interrogations de l'impossible énonciation d'un mode de production qui n'en est pas un, mais qui permet d'exister. Comment peut-on vivre sans mode de production? Comment une économie humaine peut-elle exister sans économie politique? Comment le manque peut-il être le moyen de subsistance? L'économie biblique est à l'origine... l'économie biblique est à l'origine du péché et de la faute. Si on devait tirer la leçon de cette situation de l'homme primitif, situation naturelle, on ne ferait que ratifier et même amplifier les témoignages de Pascal et de Kafka, comme si le règlement de compte matriciel et mythique, le supplice de Prométhée, se prolongeait en une implacable ironie des dieux. Cette situation sera à l'origine du péché, de la culpabilité et de la faute. Soit, la vie est accordée à l'humain. Le divin ne peut revenir sur sa création. Mais que cette vie soit punition de vivre, que soit la punition de vivre une existence impossible. Certes, l'humain peut accéder à la vie, mais que cette vie ne soit que survivre, torture de l'impossible vie. L'ironie est dans cette trajectoire, grâce à l'équipement sensible, physique, existentiel, une autonomie qui ne peut atteindre que la plus grande dépendance. Grand D, besoin, désir, péché. L'homme condamné à la survie est condamné à son corollaire, la prédation. Celle-ci va devenir de situation objective déterminée par le manque de moyens de production, nature humaine, caractéristique du comportement humain. De même que pour le Big Bang, 1/1000 de seconde avant, c'est de la métaphysique, 1/1000 de seconde après, c'est de la physique. Quand le désir précède le besoin, c'est de la théologie. Ève et le serpent, quand le désir naît du besoin, c'est de l'économie politique. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front est la proposition fondamentale de l'économie politique biblique.
Elle accomplit ce que l'économie politique classique semble ignorer, la relation dialectique et historique du procès de production et du procès de consommation. Il faut même ajouter ce corollaire, la relation dialectique et historique du désir et du besoin. Ouais, c'est surtout sur le... Enfin, je sais pas, l'impression générale de ce passage, c'est quand même l'importance de la survie quoi, dans l'évolution humaine. Quoi. Enfin, l'importance même, on dirait, motrice quoi, de la survie dans l'évolution humaine. Par exemple, oui, quand il dit il y a bien deux étapes révélées par ce paradoxe, c'est un paradoxe, oui, effectivement, exister sans les moyens d'existence. Donc, effectivement, tu existes, tu n'as pas les moyens d'existence. Et donc, à mon avis, il y a une... Donc, il ne le met pas, mais à mon avis, c'est quand même... Il faut alors une organisation sociale très forte pour vivre ce paradoxe. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce qui est moteur, peut-être, pour l'organisation sociale, c'est le fait, justement, de ne pas avoir les moyens d'existence pour exister. Prématuré, Homo erectus, etc. Donc, ce qui était finalement quelque chose qui est vu de manière négative, finalement s'avère quand même être déterminant dans l'évolution humaine. C'est ce qui, à mon avis, ressort quand même de ce passage. Et puis toujours ce coup de patte par rapport ce coup de griffe aux disciplines corporatistes à chaque fois qui ignorent la transition de l'homme originel et de l'homme naturel. Plusieurs fois, je crois, il revient donc là-dessus. Cette phénoménologie reprend et subsume les époques évoquées par les disciplines corporatistes, donc c'est les fameuses périodisations qu'on connaît un peu, en apportant la coupure épistémologique de l'être et du genre et de la praxis, de l'homme originel et de l'homme naturel. Donc ça, c'est pas nouveau, quoi. Il le dit souvent, donc c'est le reproche qu'il fait à ces disciplines corporatistes, finalement, une forme de réductionnisme peut-être organique, ou ne pas prendre en compte tout le développement humain tel qu'il l'a, lui, montré dans les chapitres qui précédaient. Et aussi, par exemple, il montre dans le petit 2 le processus de survie, toujours en parlant des spécialistes des sciences de nature et des sciences humaines, c'est qu'ils imaginent une nature humaine qui est un a priori explicatif. Donc, de manière un peu transcendantale, il y a une essence de l'homme qui est posée, et que lui dit... alors que la phénoménologie procède à l'inverse. C'est la mise en situation, c'est ce que lui apparemment fait, comme Kouska, en prenant en montrant un peu le côté systémique de l'évolution. C'est la mise en situation qui est explicative du primitif. Cette mise en situation étant le processus de survie. Il y a toujours cette dénonciation finalement de ce qu'il entrevoit comme manque dans l'épistémologie néo-kantienne, etc. Où est-ce qu'on passe au grand 3 ?
Moi, c'était juste une remarque par rapport à ce chapitre. Enfin, on peut dire que c'est un chapitre, enfin, ce grand 3, grand 2, pardon, excuse-moi. En fait, c'est vraiment une remarque qui me passe par la tête, hein, c'est pas du tout un truc fourni, mais. En fait, un des soucis que j'ai, c'est que effectivement, je crois que c'est dans l'idéologie allemande que Marx évoque l'homme comme animal technique qui produit ses conditions d'existence, donc il donne vraiment le primat à la technique comme jamais. Effectivement, là, de ce que je crois comprendre du reproche qui est adressé aux néo-kantiens, enfin ce qu'ils désignent comme étant les néo-kantiens, c'est quelque part le fait de postuler une nature humaine un petit peu comme un primordium théorique, un petit peu comme une hypothèse de travail sur laquelle on n'est pas obligé de s'épandre, et de ne pas forcément suffisamment s'intéresser à la généricité de cette nature humaine, c'est-à-dire quelles sont les conditions de possibilité en fait, de cette nature humaine. Et en fait, justement, je pense que, alors là, le terme phénoménologie, là, je pense qu'il l'emploie au sens de Hegel, hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. En fait, il essaie de faire, parce que c'est ça en fait, en fait, les livres 1 à 7, là, avant qu'on arrive au 8 et 9, là, on est vraiment dans la genèse du genre humain, en fait, on est sur une phénoménologie de la phylogénèse, quoi. Mmh. Et du coup, effectivement, je pense qu'une des choses là qui sont en reproche, mais qui ne sont pas formulées à mon avis de façon assez précise par Kluskar, et c'est pour ça que c'est un peu gênant, parce que je pense qu'il n'est pas forcément hyper clair non plus là-dessus, c'est qu'il y a la problématique de la technique, qui est quelque chose de fondamental, en fait, qui n'est pas forcément assez abordé. Alors là, Kluskar, dans les quelques textes qu'on a vus avant, enfin je veux dire dans les chapitres précédents, il reprend ce qu'on sait sur le fait que la position verticale libère la main, etc. Bon, et puis il parle pas mal de l'outil. Mais je trouve que ça manque un peu de détails. Et en fait, je pense que justement, alors là, je crois que c'est quelque chose qui a été reproché par Godelier à Lévi-Strauss, justement, à l'époque où il s'est un petit peu... Donc Godelier, c'est cet anthropologue marxiste qui était un élève d'Althusser et puis qui s'est un petit peu extrait de lui. J'avais lu des extraits des Métamorphoses de la parenté de Godelier, qui est un texte assez important, où il critiquait justement Lévi-Strauss et le fait qu'il ne s'intéressait pas assez justement à la technique, parce que dans la façon d'appréhender la rupture une rupture, c'est tant qu'il y en ait une entre l'espèce, entre l'animal et puis l'espèce humaine, quoi, la genèse de l'espèce humaine, il y a un lien à la technique qu'il faut spécifier. Ce qui ne veut pas dire que la technique est le propre de l'homme, parce qu'il y a des animaux qui sont capables de mettre en œuvre un arsenal finalement technique, quoi. Je veux dire, faire un nid, c'est de la technique, hein, je veux dire, voilà. Mais que c'est un rapport subjectif à la technique qui fait qu'il s'en rend dépendant. Donc en fait, on est dans quelque chose qui a à voir avec la technologie, dès le début. Et que effectivement, une des critiques de l'anthropologie qui est faite à Lévi-Strauss, hein, parce que je pense que là, les néo-kantiens, Lévi-Strauss en fait partie, quoi, hein, il est dans ce qui est critiqué là-dedans. C'est justement qu'il y a une volonté, un petit peu à la manière là il le dit très clairement, hein, finalement de renvoyer un peu la nature humaine aux calendes grecques et puis pas de s'intéresser à ce qui la constitue, justement. Tu veux dire par rapport à... Ah oui, la critique qu'il fait... La critique, voilà, la critique qui est faite. Voilà. Alors c'est intéressant parce que du coup, bon, ce livre n'est pas un livre d'anthropologie, c'est plutôt un livre d'ontologie. C'est pas là-dedans qu'on trouve des contributions avec des détails précis sur l'anthropologisation de l'homme, etc. Mais je suis quand même toujours un peu choqué, en tout cas là ça ressort, par ces allusions bibliques, quoi. Ah oui, parce que, j'ai envie de dire, il tape juste, il dit des choses intéressantes là-dedans. Il fait d'ailleurs, à un moment donné, quelque chose qui apparaît presque comme une concession à Heidegger. Alors en fait, c'est pas une concession, là, c'est pareil, il y a un problème de style, c'est que c'est... Ouais, ben voilà, mais l'être pour la mort, bon, l'être pour la mort heideggerien, c'est encore autre chose. C'est une réflexion sur l'être, l'être nègre dans la déchéance entre l'être et les temps, bref, truc de bien branlette, là. Mais bon, en tout cas, là, il le cite, visiblement, il fait sien une formule, mais en fait en la sortant de ce que Heidegger veut lui faire dire, parce que Heidegger, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est ça, voilà, il détourne un petit peu la chose, mais bon,
là, sur la dernière partie, sur l'économie biblique, bon, une fois qu'on a dit que c'était une situation phénoménologique qui détermine l'état de nature, ce qu'on a tendance chez les néo-kantiens à prendre pour l'essence de l'homme, alors qu'en réalité c'est une situation phénoménologique qu'il faut étudier, c'est la mise en situation, c'est la formule qu'il utilise avant, c'est la mise en situation qui explique le primitif, et pas l'inverse, voilà exactement. Et il faut qu'il fasse sa petite pirouette chrétienne, quoi. Hein. Et je vois pas ce que ça fout là, parce que c'est dommage. Tu la vois où, la pirouette chrétienne? Ah bah écoute, alors là... Non, dans le livre 8, oui. Là, oui, dans le livre 8, mais même là, bon, je veux dire... Oui, je sais pas, regarde, si on devait tirer la leçon de cette situation que l'homme primitif, situation naturelle, si on devait tirer la leçon de cette situation de l'homme primitif, situation naturelle, on ne ferait que ratifier et même amplifier les témoignages de Pascal et Kafka, comme si le règlement de compte matriciel et mythique, le supplice de Prométhée, se prolongeait en une implacable ironie des dieux. Cette situation sera à l'origine du péché, de la culpabilité, de la faute. Il avait déjà développé dans des livres précédents son anthropologie du péché, de la culpabilité, etc. Et là, il arrive, soit la vie est accordée à l'humain, de point le divin ne peut revenir sur sa création. Mais que cette vie soit la punition de vivre, une existence impossible. Certes, l'humain peut accéder à la vie, mais que cette vie ne soit que survivre, torture de l'impossible vie. Une autonomie qui ne peut atteindre que la plus grande dépendance. Bon. J'ai envie de dire pourquoi il cite la première phrase, quoi. L'idée d'une humanité jetée, quoi, finalement, condamnée à la survie, ça me va. Enfin, d'ailleurs, c'est un peu son côté existentialiste, hein, là-dedans, pour le coup. Mais bon, je comprends ce que ça veut dire. Et c'est là quand on se contente de dire ça, on est dans... Moi, je prends plus ou moins comme une facétie, un peu comme ça, mais ouais. Je vois pas, effectivement... Ah, peut-être qu'après, donc... c'est peut-être le divin, c'est peut-être l'idée qu'on se fait du divin, comme je sais pas, par exemple, Feuerbach il parle du divin, mais pour dire que finalement l'homme se projette dans le ciel. Donc là, il est peut-être un peu dans la même perspective, quoi. Donc bon. Parce qu'il a également après des choses qui invalident le fait qu'il fasse référence directe, si tu veux, au divin, quoi. Donc c'est un peu, je pense, des petites... moi justement, je ne le vois pas comme ça ici, parce que un petit peu plus loin, dans le B, là, quand il parle du péché, là je trouve que c'est très intéressant de dire... quand le désir précède le besoin, c'est de la théologie. Quand le désir naît du besoin, c'est de l'économie politique. Ça, je trouve que c'est une phrase qui est très marxiste, pour le coup. Parce que c'est ouvertement dire qu'en fait, on va ramener sur Terre toutes les illusions, voilà, toutes les chimères, en faisant de la critique de l'économie politique. Ça me paraît pas mal. C'est-à-dire qu'il retourne le truc, il dit, bah non, c'est des rapports sociaux de production et de l'économie politique en vigueur que naissent les croyances, et y compris quand ces croyances-là s'instituent en religion, il y a une rationalité du dogme, en quelque sorte. Ça, c'est super intéressant, et pour moi, ça c'est assez cohérent, d'ailleurs, avec ce qu'il dit avant. Et donc là, effectivement, quand il parle de la théologie, là, c'est pour dire, justement, si tu fais précéder... le besoin par le désir, c'est que tu es du côté de la théologie, et non, il faut faire l'inverse, il faut dire que le désir, il naît du besoin. Bon. Mais dans ce que j'ai lu avant, là, le divin, là, il a besoin d'un truc qui crée, quoi. C'est comme si finalement il était matérialiste et finalement méthodique, quoi, hein, en allant chercher quelle est l'origine du procès de production, quelle est l'origine de la praxis. Donc c'est quelque chose de très très méthodique qui est intéressant. Après il faut boucler, il faut revenir, il faut se poser des questions de la genèse de la nécessité. Bon, voilà. Mais il y a toujours un truc à la fin où il essaie de trouver un fondement, et du coup, comme il ne le trouve pas, c'est le divin qui arrive, quoi, parce que faut bien se démerder, quoi. Et c'est un peu... Donc c'est pas... Moi, alors, je prends comme un truc un peu... c'est pas rabattre, finalement, enfin,
c'est loin de rabattre finalement les incertitudes sur le recours à une divinité, quelle qu'elle soit. Non, je pense que là, on ne peut pas en dire beaucoup plus que ça, ça paraît quelque chose sans doute de métaphorique, mais je ne pense pas qu'il faille en déduire une quelconque apologie ou du divin ou toute référence au recours au divin. Donc ça me paraît pas... Enfin, là, au point où on en est, on ne peut pas dire que c'est pas parce qu'il a dit ça que... Oui, non, mais il n'y a pas de... Mais bon, c'est vrai que c'est vrai qu'il en parle. Il y a une chose qui me gêne un petit peu, je ne retrouve pas le passage, et ça me revient, c'est-à-dire à un moment donné, dans ce qu'il disait, je ne sais plus où c'est, on a l'impression qu'il disait que c'est à cause de la situation de survie qu'émergerait le besoin du social, en fait. C'est un peu ça qu'il dit, oui. Ça me paraît... parce que si on regarde un peu l'histoire des animaux, il y a de nombreux mammifères qui vivent socialement, en fait. Les félins, même des bovidés. Et ça va prendre une dimension plus grande chez les primates. On a déjà des structures hiérarchisées, déjà chez les félins, par exemple, ça existe, mais aussi chez les primates. Et donc, cette socialité, elle n'est pas du fait que un homme originel serait dans une certaine incapacité, en fait. C'est quelque chose qui est un donné aussi, en fait, de l'espèce. Il y a certes la mise en situation, effectivement, il faut survivre. C'est pas simple, mais le social, ce n'est qu'un plus pour un individu, en fait. C'est un plus pour une espèce, en fait. Ça lui permet d'être plus forte, effectivement, vis-à-vis des autres espèces, vis-à-vis de la question de la survie. Mais je ne sais plus où est le passage, on a l'impression que c'est comme s'il y avait un individu ou des individus, et parce qu'ils sont du coup des humains et dans une certaine incapacité, ils devraient d'un coup se mettre ensemble. Mais en fait, c'est bien l'histoire de la socialité, elle est bien antérieure. On l'a chez peut-être pas tous les mammifères, en tout cas apparemment tous les grands mammifères. En général, ils vivent en groupe, tous les grands mammifères. Les souris, je ne sais pas, par exemple, mais les grands mammifères, les pachydermes, etc., ils vivent ce sont des groupes sociaux qui leur permettent d'être plus forts face aux prédateurs, pour élever aussi peut-être leurs petits, etc. Donc, je ne sais plus où est ce passage, il y a un endroit où il le dit. Ah voilà, c'est ça. Il dit il faut alors une organisation sociale très forte pour vivre ce paradoxe. Mais ce paradoxe existe déjà avant, c'est pas spécifique au genre humain. Son analyse, moi je pense que c'est le fait, il montre, si tu veux, la pression motrice, en quelque sorte, de la nécessité de la survie sur le développement humain. C'est-à-dire que, et ça passe par la socialité. Alors peut-être que effectivement il y a d'autres animaux. Enfin, là encore, il y a tout le spectre, parce que bon, tu ne peux pas non plus comparer la socialité des fourmis à celle des loups. Bon, c'est vraiment tout à fait. On a l'impression que chez les insectes, c'est une socialité quasi mécanique. Ah oui, c'est pas du tout la même, disons les mêmes animaux, voilà, les mêmes individus. Voilà, c'est vraiment l'ADN qui est récité. Hein, donc, là, c'est
quelque chose de plus élaboré, mais là, ce qu'il dit, à mon avis, je crois le gros morceau, c'est de montrer que la survie est quelque chose qui est prédominant dans l'évolution humaine, quoi. Et c'est un paradoxe, parce que bon, c'est quand même un paradoxe que ce soit justement l'impossibilité de vivre qui soit... quel travail du sensible il a fallu pour en venir à l'impossibilité de vivre. C'est-à-dire qu'on a l'impression à la limite, où l'évolutionnisme, jusqu'où l'évolutionnisme a dû aller, si tu veux, pour mettre en place quelque chose qui s'apparente à une impossibilité de vivre. Mais l'impossibilité de vivre, c'est elle qui va, d'après lui, c'est pas ce que je comprends, être motrice à travers le social pour après survivre, quoi, et ne pas mourir, quoi. Et après, donc, économie de subsistance, qui est déjà un Eldorado, etc. etc. Donc, dans des livres qui préparent, de livre 1, en l'occurrence 2 à 7, parce que le premier c'est une introduction, c'est sur la phylogénèse, et les deux derniers sont censés être sur l'ontogénèse. Donc là on est censé être sur des livres qui sont en train de poser la problématique de la relation entre l'être, le genre et la praxis, c'est-à-dire la genèse du genre humain et ses liens avec la technique, avec son origine évolutionniste ou pas. Donc il y a un jeu à trois qu'il faut essayer de... Voilà. Et là, on arrive un peu au bout, voilà, on va enfin arriver, et puis d'ailleurs, Sylvain va venir pour le livre 8 dans 15 jours, si on l'appelle. En fait, le souci qui se pose, c'est que le projet est intéressant, mais moi, en tant que marxiste, si tu veux, ce que j'aurais à rétorquer à Puskar, c'est que si tu veux t'intéresser à une époque, par exemple, et ne pas être idéaliste, ça veut dire ne pas idéaliser, ne pas te mettre à créer des représentations qui seraient dans ton esprit et qui n'ont rien à voir avec la période, il faut te limiter tes constructions intellectuelles à, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, à l'immanence de l'époque. C'est-à-dire qu'une époque, elle est travaillée par des logiques sociales, par des rapports sociaux, etc. Donc si tu veux juger par exemple d'un phénomène... Tu parles de l'époque de l'Homo erectus, on va dire. Mais peu importe, en tout cas, s'il s'agissait d'une autre époque, par exemple, on pourrait s'intéresser au 19e siècle ou à la période de la première, de la genèse de l'impérialisme, on va dire ça comme ça, par exemple, il faut expliquer ce qui se passe dans les représentations, dans la conscience, par des mouvements dans le corps social, des relations entre technique et rapports sociaux, etc. Mais en se limitant à ce qui se passe dans cette époque-là, c'est-à-dire en essayant de ne pas faire venir des causes extérieures. Donc en fait, il y a quelque chose d'interne, des causes internes, qui vont te permettre d'expliquer les phénomènes, et si tu arrives à établir des catégories, et éventuellement de statuer sur des formes de conscience, ça va se faire progressivement, en allant du particulier à l'universel, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas réussir progressivement à échafauder une théorie, mais qui doit partir de l'époque. C'est un peu la démarche de Puskar. Mais alors, justement, non, parce que là, par exemple, c'est là que je voulais en venir. Donc ce préambule était fait pour expliquer que là, par exemple, quand il te parle de Heidegger, en fait, il est en train de faire quelque part un petit peu comme si l'Homo erectus, en fait, il était capable, en fait, c'était un grand romantique du 19e siècle. Ça veut dire qu'en fait, il se retrouve à t'expliquer qu'en fait, il en est arrivé à la survie pour éprouver l'atroce douleur de la vie. En fait, il est en train de faire de l'Homo erectus un existentialiste. Parce qu'en fait, comme il veut à tout prix donner du sens à des choses, et qu'il ne peut pas le faire à partir de ce qui se passe à cette époque-là, parce que comme il s'intéresse à ce qui est antérieur au mode de production, donc au lien finalement, enfin au passage à la logique du genre, il essaie de faire intervenir toute une série de catégories, mais qui ne sont pas des catégories qui sont immanentes à l'époque, parce que précisément ces catégories-là, en fait, elles ne pouvaient pas exister à l'époque. Tu ne pouvais pas imaginer ce que c'était que l'être pour la mort à l'époque, ou en tout cas tu n'as pas de trace de ça. Là, ça se saurait. Et du coup, il se met, et c'est pour ça qu'à mon avis, la réponse au questionnement que je me pose par rapport au divin, en fait, c'est que finalement, c'est un petit peu ça, c'est qu'il essaie en fait d'appliquer toute une réflexion sur une réflexion qui part du romantisme en fait, mais sur la condition humaine finalement,
crois que ça part du roman. À ce moment-là, non mais bah, écoute, alors là, enfin, je veux dire, Heidegger et son aide pour la mort, je veux dire, c'est quand même les grandes dérives du romantisme. C'est Quoi. pas de là qu'il parle, là, il y arrive à la fin de son... Oui, mais justement, c'est qu'à la fin, il en fait quasiment une espèce de critère de sens. Quoi. Et donc il décrète que le sens de tout ce qui se passe, c'est d'amener progressivement l'être humain en constitution à la pleine conscience de son être pour la mort. Et du coup, bah, en tout cas, si j'en crois ce qu'on a lu là, enfin, ce que vous avez relu, mais moi du coup je l'avais pas relu depuis un bout de temps, donc c'était un petit peu comme une première lecture, il y a un gros souci, parce que ça vient de l'extérieur, quoi, tu vois. Ça vient de l'extérieur à la période qu'il décrit, qui n'est pas vraiment une période en fait, là, qui est plutôt un passage, et c'est toute la difficulté. Et du coup là, il y a un appel comment dire, à des considérations qui sont très très intéressantes pour ce que c'est que par exemple, je sais pas moi, l'après-guerre, après 45 par exemple, sur le sens de la vie, sur la liberté comme étant le fait d'être jeté dans le monde et de devoir assumer le fait que la liberté c'est une contrainte, on est obligé d'être libre, voilà, par exemple. Et là en fait il fait un espèce de micmac et puis du coup il se retrouve un petit peu bloqué quoi, alors qu'il devrait se cantonné à être un matérialiste qui étudie justement, parce que je parlais tout à l'heure de l'outil par exemple, la genèse des outils, je pense que c'est la technique, c'est hyper important pour pouvoir comprendre le début de subjectivité qui peut arriver à cette époque-là, parce que c'est ça, en fait, ça se limite quasiment à ça. Je crois qu'au contraire, il me semble qu'au lieu, si tu veux, d'imposer une essence humaine, justement de l'extérieur, comme les néo-kantiens, il va essayer, tout le long de ce bouquin, de travailler le développement humain, justement, en ne faisant pas référence à ces catégories qui, précisément, n'existent pas. Parce que si, au moment où Homo erectus est là, donc, il essaye, tout en ne faisant pas appel à cette essence humaine prédéterminée néo-kantienne, que certaines sciences corporatistes ont le défaut de véhiculer, de construire à travers des paradigmes comme l'antéprédicatif, le survivre, le centripète et le centrifuge, le plan substance, etc. Il essaie, si tu veux, un peu comme sur le mode de ce qu'il appelle la statue de Condillac, hein, de construire en interne, de manière systémique, quasiment, le développement humain. Quoi. Et lui, il le fait passer par le survivre, mais pas le survivre entaché d'une explicitation néo-kantienne ou heideggerienne, mais à survivre, c'est quand tu n'as pas les moyens de... voilà, il dit qu'effectivement, comment... Non, mais attends, je le lis, si tu veux. Oui. Ce que l'on croit être le pire nous préserve d'un plus grand malheur. 2 points. Le survivre est l'état de ce qui n'est pas encore le mourir. C'est le moindre mal entre la vie et la mort, ce qui n'est pas encore, la mort, et ce qui n'est plus, la vie. Le survivre est savoir que l'on vit pour mourir. Ah oui, c'est existentiel, mais le truc, effectivement, en quoi ce savoir-là fait que ça va être moteur pour justement dépasser ça. Oui, mais du coup, c'est une construction. Non, mais, alors voilà, donc, on est d'accord, c'est une construction qui est audacieuse, mais qui te propose pour pouvoir après essayer d'expliquer la suite. Mais on passe par un moment idéaliste, si tu veux, là-dedans. C'est pas immanent, quoi. Voilà, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est pas immanent. C'est-à-dire qu'il y a un passage transcendantal qui est peut-être un tout petit peu quand même transcendantal, mais qui l'est quand même. Ah ben, je sais pas, lequel par exemple. Mais celui-là, je veux dire, le fait de dire le savoir, le survivre et savoir que l'on vit pour mourir, soit c'est lui qui dit maintenant, nous, étant passés par Heidegger et par un certain nombre de conditions romantiques, de propositions un peu romantisantes sur les bords, on fait retour sur cette époque-là et qu'on se dit, ah bah, visiblement, ce que nous, on sait pour notre époque, on se dit que ça peut peut-être être bon pour l'époque dont il parle, enfin pour l'époque, pour la rupture dont il essaie de te parler là. Auquel cas, je pense que c'est quelque chose d'assez idéaliste. Soit
c'est juste un commentaire qu'il fait, qui est extérieur à la période qu'il te décrit, et donc du coup, c'est juste un éclairage. Et puis après tout, nous, on sait bien que survivre, c'est le savoir, c'est le savoir enfin, c'est l'être pour la mort, quoi. Non, je vois pas de ça. Moi, c'est comme ça que je le lis dans le film, tu vois. De toute façon, on est là pour ça. Voilà. Mais donc, moi, je vois le côté existentiel de la question, quoi. Quand tu te retrouves au bord de ta grotte, et puis qui fait -10, et puis voilà. Donc, donc là, pour le coup, c'est pas idéaliste, quoi. Tu vois, le mec, il se demande en quoi, effectivement, je ne parle plus le passage, mais bon, effectivement, là c'est le moindre mal entre la mort et la vie, ce qui n'est pas encore et ce qui n'est plus, tu vois. Donc, c'est effectivement, et la subsistance sera vue avec le néolithique comme un Eldorado. Oui, mais c'est justement pas pareil. Hein? Pour moi, c'est justement pas pareil ce que tu viens de dire là. L'idée que la subsistance va être qu'il y a un rudiment de conscience et du coup de tout un arsenal qui est social qui va se développer en sachant qu'il faut subsister. Ça, je pense que éventuellement songer à analyser, je sais pas, des peintures rupestres ou des choses à l'aide de ça, je pense que là, pour le coup, c'est quelque chose d'immanent. Mais le savoir, l'être pour la mort. Non, mais ça, je crois que à mon sens, hein, tu attribues trop d'importance à ce petit passage quand même qui est à la fin du truc. À mon avis, il fait simplement une parenthèse, si tu veux, entre le fait, effectivement, que voilà, le survivre et savoir que l'on vit pour mourir. Voilà, donc, et puis l'expression d'Heidegger, mais je pense pas qu'il pour là, il signe un chèque en blanc à Heidegger pour. Non, mais mettons Heidegger de côté, hein, si tu veux. Enfin, alors, donc pour toi, c'est juste la survie alors qui est important, quoi. Je crois que là, ce qui ressort de ces passages-là, c'est que, si tu veux, d'après lui, c'est la survie existentielle. Bon, Donc ça, ce serait propre à l'homme, ça. Elle ne se sait même pas comme survie, c'est quoi la survie ? Oui, c'est ce qu'il dit. D'après Kluskar, je pense qu'il note, si tu veux, que la survie est quelque chose de fondamental pour l'évolution humaine, quoi. Au même titre qu'il a montré avant tout le parcours, l'antéprédicatif, la verticalité, le centripète, centrifuge, le temps-substance. Là, il y a quelque chose, ce qu'on nomme, nous, aujourd'hui, survie, mais le mec qui est devant sa grotte, il ne le nomme pas forcément survie, quoi, hein, lui, il survit, quoi. Donc, là... Mais en quoi une bête affamée, je sais pas, dans le désert, elle a pas aussi le truc de survie, quoi. Qu'elle essaye aussi de s'adapter. Disons qu'elle est peut-être mieux équipée sur certains. Nous, effectivement, on n'a pas de crocs, pas de griffes, pas de poils. Ça fait beaucoup de choses qui. C'est là où je trouve. Non, mais là, tu vois, le problème, c'est que le fait, raisonnement, il est circulaire toujours. Enfin, bon. Mais ce que je comprends pas quand tu dis ça, c'est qu'en fait, si tu regardes la phylogénèse, entre les différentes étapes, moi c'est ce que je suppose, ce que je crois comprendre, les effets culturels sont transmis à la nouvelle espèce en fait. Et quand tu regardes Australopithèque, lui, il est prognathe par exemple. C'est-à-dire qu'il a des outils naturels ou ce que tu appelles des données naturelles, il les a au départ lui en fait. Sauf que, effectivement, il a d'autres choses que par exemple n'ont pas certains de ses prédécesseurs en fait, qui donneront peut-être la lignée du chimpanzé aujourd'hui. Mais il a des choses en plus, quoi. Il est toujours prognathe, il a sûrement des poils, mais il va réussir à commencer à créer des outils en fait. Et cette culture, cette technique, ça va être transmis à... Moi c'est comme ça que je le comprends, ça va être transmis à
à l'espèce suivante dans la phylogénèse en fait. Ce qui fait que il y a un entre-deux en fait. Il y a un effet de passage quoi. Finalement, plus l'effet de l'intelligence va agir, moins il va devenir prognate, plus son cerveau va être grand, les effets harmonieux au niveau de la tête vont s'inverser en fait. Comme il aura plus d'outils, il aura moins besoin de muscles pour mâcher la nourriture, etc. Il pourra la couper avec un couteau, ce qui fait qu'il pourra faire des petits morceaux, il aura moins besoin d'une mâchoire. Du coup, il va y avoir un effet d'inversion en fait. Quoi, et donc, un effet de rupture. Un effet de rupture. Pas une rupture, mais un effet de rupture. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est ce que tu dis, c'est ça. C'est que on va constater un passage de la quantité à la qualité. Mais ce passage de la quantité à la qualité, si parce que tu es incapable de l'expliquer de façon immanente, tu veux continuer malgré tout à l'expliquer, tu vas invoquer une cause extérieure. Et c'est moi ce que j'essaie de dire à Edmond, c'est que j'ai l'impression que dans ce genre de passage-là, et là pour moi je le dis pas là juste parce que j'ai envie de le dire, c'est que c'est très dans ce texte-là, dans ce passage-là, ça sort quoi, pour moi. C'est vraiment cohérent, c'est que tu as des passages ultra matérialistes avec des propositions, là je te dis, quand le désir précède le besoin, c'est de la théologie, quand le désir naît du besoin, c'est de l'économie politique, pur marxisme de base assez cohérent. Et tu as d'autres passages où en fait il faut raccrocher les liens. Et donc du coup il y a un appel comme ça des circonstances à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Et moi je ne le vois pas comme ça. Je vois au contraire que je vois dans l'autre cas finalement les circonstances extérieures sont à mon sens plus prépondérantes parce que effectivement quand tu viens comme il le dit quoi, donc imposer finalement une nature humaine, une essence humaine explicative, finalement, là c'est plus, à mon sens, c'est plus extérieur, si tu veux, au développement de ce moment-là, et au contraire, je pense que l'approche de Kluska est purement immanente, quoi, et qu'elle justement, elle reproche aux autres d'introduire de la transcendance, quoi. C'est-à-dire que effectivement la nature humaine, bon, l'essence humaine, elle vient bon, toute une, enfin là il l'explique pas mal dans les traits de code, quoi, une épistémologie qui qualifie de bourgeoise, quoi, hein, qui finalement et ce qu'il appelle le code, quoi. Donc le code qui vient réduire, d'après lui, l'être. Donc je pense que l'extériorité là dans ces passages de Kluska me semble plus, pour lui au moins, être du côté de sciences qui finalement viennent rabattre quelque chose qui appartient au code de l'épistémologie bourgeoise de la fin des 4 derniers siècles, quoi, et qui est imposé et qui vient court-circuiter justement, d'après ce que je lis moi, notamment le passage de l'homme originel à l'homme naturel. C'est-à-dire qu'ils font il y a l'imposition externe d'un modèle qui est un modèle transcendantal finalement qui vient de l'épistémologie de ces derniers siècles, quoi. C'est un peu les sciences corporatistes, à mon avis c'est ça, quoi. Et c'est ça qu'ils veut rompre. Ils veut rompre justement pour reprendre, reprendre finalement les choses de manière immanente et en les construisant, en montrant qu'ils s'auto-construisent finalement
Et bon, là, on peut donc effectivement discuter là-dessus, mais je crois qu'il est en opposition frontale avec le modèle que lui voit comme un modèle épistémologique néo-kantien, quoi, et qu'il traque un peu partout. Ce que c'est immanentisme radical. Voilà, enfin, je veux dire, il y a, oui, le truc est un immanentisme radical. voilà, donc ça, moi je suis assez d'accord avec ça. Pour moi, Ah c'est ouais. la démarche progressiste de base. Ah oui, oui. Pas essayer de cultiver des symboles et des rites et des trucs ou des formes de droit ou d'état juste pour le fait de les cultiver et de les garder telles quelles, plutôt en faire la généalogie d'un point de vue rationnel et puis du coup voir ce qu'on vire et voir ce qu'on garde, quoi. Pour moi, c'est une démarche progressiste de base, c'est même pas marxiste pour moi, c'est simplement une démarche, une démarche progressiste, rationaliste de base et matérialiste. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que de ce que je lis, si tu veux, il y a un écart entre le projet qui se donne et ce qu'on lit. On n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin, mais bon, pour avoir un peu lu quelques fois le bouquin, ça va, j'ai envie de dire, ça va pas aller en s'améliorant. Il n'y a pas forcément de très très grande différence, si tu veux, parce que ce qu'il y a de critiquable dans le néo-kantisme, si tu veux, la question c'est, tu peux entendre la critique du néo-kantisme comme étant la critique du néo-kantisme réalisé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le néo-kantisme historiquement, c'est effectivement ça, c'est des gens qui finalement postulent et renvoient à l'infini des choses qui sont devenues des absolus, nature humaine, un truc comme ça. Et ça peut être une critique qu'on fait. Et puis tu as aussi la démarche néo-kantienne en elle-même, qui elle n'est pas une démarche qui est illégitime, parce que ça consiste à désabsolutiser en quelque sorte les catégories kantiennes qu'on pensait immuables, sans passer par Hegel, mais en tout cas en historicisant, en tout cas en périodisant ces choses-là, en se disant, par exemple, j'avais déjà expliqué un petit peu ça, mais depuis la fin du 19e siècle, en gros, il y a une crise parce qu'on se demande si les catégories a priori de la connaissance kantienne, qui étaient considérées comme des absolus et préexistantes, enfin qui sont dans le sujet en fait transcendantal et qui sont préexistantes à toute possibilité de déterminer, dans la mesure où il y a des gens qui ont découvert les géométries non euclidiennes et que ces géométries non euclidiennes ne fonctionnent pas selon enfin en tout cas ne sont pas axiomatisables comme dans le cadre du temps et de l'espace newtonien de base. Il y en a qui disent c'est la preuve que non, il y a un truc qui se passe, c'est pas vrai que c'est des a priori de la connaissance, parce que sinon ça aurait jamais pu rendre possible les découvertes qui ont eu lieu. Et donc Hermann Cohen, dans un texte, une controverse avec je sais plus qui d'ailleurs, je retrouve le nom de la personne avec qui il converse, il te dit non, vous vous êtes trompé, non, on va pas laisser tomber Kant comme ça, on va plutôt dire que justement, au contraire, Kant c'était un mec qui était très sérieux, seulement il pouvait pas dépasser son temps, ce qui est en ce sens-là assez hegelien, et c'est de dire dans ces cas-là, non, les catégories, les intuitions pures de Kant, c'est ce qui était nécessaire pour rendre compte du niveau de la science à son époque. C'est-à-dire que c'était le niveau de développement de la conscience entre guillemets à son époque, et donc du coup, c'est pas, on n'invalide pas Kant en fait, on dit juste, voilà, ça correspondait à un cadre, si tu veux. Cette démarche-là, qui est générique, que tu peux appliquer à d'autres choses que aux mathématiques, c'est quelque chose qui est légitime. Enfin, je veux dire, c'est une façon comme une autre de rendre compte de la façon dont tu fais de la science. C'est de la philosophie de qualité. Et ça, en tant que démarche, je pense que quelque part, Kluskar là-dedans, c'est pas si différent de ce qu'ont essayé de faire ces néo-kantiens-là, parce qu'il essaie de donner un cadre au cadre, quoi. Voilà. Il dit, on va faire la critique de nos catégories, quoi. C'est ça qu'il fait en fait. Il dit toutes les catégories de l'anthropologie, de la psychanalyse, il faut les ramener dans le procès de production, dans la praxis, etc. Donc cette démarche-là, elle est plutôt intéressante. Et donc moi ce que je te dis, c'est qu'il dit à bas le néo-kantisme ce que tu veux, et en fait tu te retrouves dans une situation où il dit ok, je vais faire ça. Alors nous on lui dit chiche, et ce qui se déploie dans le texte en fait c'est quelque chose qui est encore plus idéaliste que ce que font certains néo-kantiens, parce qu'il essaie au lieu de se contenter d'état matérialiste, il va emprunter comme ça des petits bouts à des considérations. Alors bon, là je donne l'exemple des passages dont tu dis que c'est peut-être un petit peu métaphorique, mais c'est pas la première fois qu'on se heurte à ça comme ça. Je veux dire, son passage sur
Dieu a donné je sais plus quoi là, qui est tombé du ciel, machin. Bon, bah, écoute, quand ça apparaît une fois, ça peut être une blague, mais quand c'est quasiment l'ossature d'un chapitre, c'est que c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Et donc ça pose un problème. Et pourquoi ça pose un problème? Parce qu'en ce moment, je suis en train de lire ce machin. Qu'est-ce? Max Weber. Ah. Tu vois, bon. Et bah, C'est quoi? c'est Éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Max Weber, si tu veux, bon, c'est pas un marxiste, ça se saurait. Il se construit même un peu contre le marxisme. Là, dans ce texte qui est connu, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Éthique protestante et esprit du capitalisme. Esprit du capitalisme. Où il essaie Ah de oui, c'est poser oui, la c'est question le lien qu'il fait entre les... Voilà. Voilà, célèbre lien, mais bon, en tout cas, avant de parler du protestantisme, il se donne pour objectif d'essayer de restituer les conditions de possibilité du capitalisme. Il pense que bon, il y a une critique ce qu'il définit comme étant le matérialisme historique qui, pour moi, n'a rien à voir avec Marx. En tout cas, il fait dire au matérialisme historique des choses, et puis du coup, il se construit en opposition. Et puis il dit, bah non, regardez, il y a un esprit capitaliste qui existait avant le capitalisme. Il y a un esprit marchand, bourgeois, qui précède largement l'accumulation primitive, etc. Bon. Ce que je veux dire, c'est que quand tu lis ça, et c'est même c'est un peu particulier hein, quand tu ne connaissais pas, en fait, je trouve que c'est hyper matérialiste, quoi. Et parfois plus matérialiste que certaines personnes qui se disent marxistes. Ça veut dire qu'en fait, tu as une analyse de la mentalité, du rôle de la religion, de l'éthique. Il fait même des liens avec la façon dont certains Florentins, certains Italiens étaient influencés par leur lecture des textes antiques et de l'éthique, de l'économie d'abord comme gestion de la maison, etc. Et il essaie de te faire cette analyse-là. Il ramène le lien, il ramène cette analyse entre guillemets de l'esprit aux pratiques de ces gens-là en tant qu'ils sont marchands à cette époque-là. Il fait différents types de marchands, différents types de protestantisme. Comment est-ce que certaines personnes vont sortir dans la grande industrie, comment certaines, enfin non, la grande industrie, ils sont dans la grande industrie, mais en tout cas la production capitaliste naissante, comment certains vont rester dans l'artisanat, etc. Et tu as un truc qui est hyper dialectique, alors qui n'est pas marxiste, parce que tu n'as pas la critique de l'économie politique. Donc voilà, mais il n'y a pas non plus vraiment de critique de l'économie politique dedans, et donc du coup tu te demandes parfois si des gens qui seraient les sciences sociales que Kluskar va désigner, sont pas plus matérialistes que lui, quoi. En tout cas, c'est un moment qui l'a intéressé, ça, le passage finalement de la féodalité à la bourgeoisie, tu es en plein dans les thématiques Kluskariennes. Même Lettres et le Code, on peut penser que c'est ça. Parce que pourquoi il va essayer de réfléchir selon de penser le code, le rapport du code et de lettres à travers, enfin du XIe siècle, on va dire, parce que, à mon sens, la question qui se pose, c'est le code qui ne lui va pas, c'est le code d'aujourd'hui. Oui. C'est le code néo-kantien. Mais pour faire ça, enfin j'imagine, hein, mais là je n'ai pas d'éléments pour... Mais effectivement, il va montrer à travers les codes quoi, que comment la logique, la logique de la production travaille effectivement sur l'ensemble des... Enfin, sur le long terme pour créer un code qui va, il dit qui va réduire l'être. Et en fait, bon, effectivement, donc le passage de la féodalité à l'époque moderne, bon, il y a le protestantisme, effectivement, c'est le début de la bourgeoisie, l'entrepreneur, c'est Descartes, je pense, donc je suis, donc il y a l'émergence finalement de l'identitaire, l'identitaire qui s'extrait un peu du code précédent, qui était le code de la féodalité, qui faisait largement référence à la spiritualité, à l'organique, au paganisme, etc. Donc là, tu vois bien qu'il y a l'identité qui sort d'abord avec Descartes, et puis après avec le sujet transcendantal. Et c'est pas une critique qu'il fait de cette transition, Kluskar. Mais il dit, si tu veux, que le code, après, le code, finalement, va profiter à une classe. C'est-à-dire que, effectivement, le sujet transcendantal va être un moyen de pouvoir d'une classe et qui va aboutir à ce qu'il appelle une épistémologie
bourgeoise, finalement, qui est un code sur lequel finalement on vit encore, et il vivait encore. Je pense que c'est ça qui l'a déterminé peut-être à faire cette recherche. Alors là, je comprends ce que tu veux dire, mais alors là, je vais te dire les choses de façon un peu brute de décoffrage, pour des raisons juste pour déclarter. Pour moi, un idéaliste prolétarien et un idéaliste bourgeois, c'est un idéaliste. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux t'opposer... En fait, ça c'est Patrick Thor, il a une phrase là-dedans qui est géniale, il dit, je sais plus, c'est pas dans le qu'est-ce que le matérialisme, hein, mais en gros, c'est avec son petit air, c'est « Et c'est très très bien le militantisme, mais en science ça vaut rien. » Tu vois. Et c'est vrai, parce que le problème c'est que si tu veux faire une théorie qui... Non, je ne pense pas que ce soit du pur militantisme, parce que malgré tout, il y a des choses, comme on dit, qui reposent sur elles-mêmes, je trouve que c'est apodictique. Oui. Donc ça, par exemple, le fait que la centralité du procès de production de la praxis dans l'émergence de l'État social, donc c'est pas des choses qui sont basées sur un socle, hein, donc c'est pas quel terme tu as employé, je m'en rappelle plus. Non mais c'était, enfin je sais plus quel terme tu veux parler, mais ce que je veux dire c'est que il y a une genèse, et le monde bourgeois, il est né progressivement, tu vois. Il s'est institué, ça a mis des siècles, et d'ailleurs, en fait, souvent on dit il y a le féodalisme et le capitalisme, mais en fait, la fin de la Renaissance, le début de la Renaissance et la fin du Moyen-Âge et le mouvement des enclosures, c'est déjà le début du capitalisme, enfin c'est un capitalisme naissant, t'as déjà des embryons de ce qui va faire le capitalisme, ce qui fait qu'en réalité, quand on oppose, le capitalisme il n'est pas né à la fin du Moyen-Âge, quoi. Il est né à la fin du Moyen-Âge, il n'est pas né... Il y a une blague de Brodel là-dessus. Il n'est pas né à la fin de la Renaissance, et puis juste avant la Révolution française ou anglaise, quoi. Je veux dire, c'est un truc qui s'est lentement élaboré, quoi. Ouais. C'est la blague de Brodel, quand on lui demandait, il disait oui, le capitalisme c'est né entre le 12e et le 18e siècle, quelque part entre le 12e et le 18e siècle. Oui, voilà. Pour le coup. Ah oui. Alors du coup, quand Trouscar, en fait, du coup, il va triompher entre guillemets au 19e siècle avec le capitalisme libéral, et puis il entre en crise avec les premiers grands monopoles, et puis après il y aura ce qu'on appelle l'ère impérialisme qui sera théorisée par Lénine, qui mènera aux guerres, à la Première Guerre mondiale. Mais du coup, Trouscar, il a un projet qui est hyper intéressant parce qu'il fait la genèse, si tu veux, pendant la féodalité. De ce qui va éclater, si tu veux, et puis qui va prendre son autonomie au 19e siècle. C'est-à-dire, effectivement, la société il marchande... montre aussi qu'il y a aussi un code de la féodalité, et que celui-ci aussi, en quelque sorte, réduit ce qu'il appelle l'être. Oui, et qui va donc du coup rendre possible... Donc on passe d'un code à un autre, quoi. Donc c'est du code de la féodalité au code de la bourgeoisie, sous le magistère duquel on est, si tu veux, encore, quoi. Donc je pense que quand tu regardes tous les bouquins de Trouscar, ils sont tous un peu orientés vers ça, c'est-à-dire effectivement aller essayer de regarder, de décoder le code, quoi, finalement. Oui, mais avec quand même une idée, si tu veux, qui est en permanence là-dedans. Et d'ailleurs, l'impératif catégorique, il en fait même une catégorie pour analyser la genèse la genèse d'une première nécessité d'impératif dans le clanique, en fait. Hein. Donc c'est là aussi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté un peu, on fait du concept dropping sur la préhistoire, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il le fait aussi avec un dessin, et qui est estimable d'ailleurs, hein. Je pense que c'est pas du tout un problème moral, moi, je trouve ça plutôt louable, en tout cas pour son époque, mais en fait il veut te faire une contre-éthique, quoi. Il veut te faire une éthique prolétarienne qui l'opposerait à l'éthique bourgeoise, mais l'éthique bourgeoise dont il te restitue bien la genèse, c'est-à-dire qu'en fait il te montre qu'il y a un on-dit et qu'il faut dire les choses. Et une épistémologie prolétarienne. Voilà. Je pense que c'est son... Mais quelque part, c'est au moins... Alors, il
il ne le brandit pas de manière militante, mais il va montrer en quoi le code finalement de la bourgeoisie, épistémologie bourgeoise, est un code qui est purement qui a été construit, quoi, qui a été construit et bon, qu'on a tendance à porter et à rabattre sur tout, typiquement et aussi dans les sciences dures, dans les modèles paléontologiques ou je ne sais, donc avec finalement en ramenant quelque chose qui relève finalement du code. Il parle parfois de résidus transcendantaux. Il y a un truc, la page 261, je me rappelle, qui est pas mal. Je pense qu'il recouvre bien son... Combien? Page 261. Oui, non, si, je me rappelle très bien de cette phrase, je l'avais souligné aussi. On n'a jamais pensé faire la philosophie de la relation du produire et du consommer pour la bonne raison qu'elle a toujours été faite, mais à l'envers. Voilà. La théologie elle a toujours été faite, mais à l'envers. C'est-à-dire que le code l'a fait, mais il l'a fait à l'envers. C'est-à-dire que, en fait, il montre la phrase d'après, la théologie, l'éthique, l'économie politique ont surdéterminé les deux processus, c'est-à-dire le produire et le consommer, qui n'ont servi que de moyen d'expression. Nous inversons la relation, produire et consommer se mettent en relation pour constituer la théologie, l'éthique, l'économie politique. Voilà. Donc pour lui, il part, si je veux, de la philosophie du produire et du consommer, ou il appellera ça aussi la logique de la production, Oui. et donc il montre en quoi elle constitue la théologie, l'éthique, l'économie politique et tout le reste. Quoi. Et donc, ça n'a jamais été fait, parce que production, consommation n'ont été que des moyens d'expression. Ils ont été... production, consommation, en fait, c'est des catégories de la critique de l'économie politique marxienne. Donc en fait, c'est juste une analogie. Enfin, il y a produire, consommer, puis entre les deux, tu as distribuer et échanger, si tu veux. C'est les 4 catégories. Donc après. C'est déjà plus tardif. Quoi. Oui, non, je pense que là, il en est dans son approche. C'est une approche ontologique, et je pense qu'il est beaucoup plus en amont, si tu veux, des problèmes après de distribution. Qui sont importants, mais qu'il va traiter aussi, mais dans les traits de code. Oui, bien sûr. Là, il est... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des catégories de la critique de l'économie politique, et du coup, Marx, il les utilise pour en faire une espèce d'organologie de la société capitaliste, qui fonctionne un peu comme un corps. Donc après, il faut limiter les comparaisons un peu biologisantes. On sait bien que ça a ses limites, parce que c'est pas comme ça que ça se passe, mais je veux dire, il y a l'idée quand même que le procès de production, il se fait d'une façon telle ou telle, l'exploitation se fait à tel niveau, il y a la distribution, il y a la circulation, tu vois, puis après, après cet argent-là, il fait du capital, et puis après, du coup, tu as du capital fictif, il y a toute une organicité. Et là, en fait, quand il utilise ça, il veut un peu subvertir ça dans cette phrase-là, et puis il dit, en fait, faut renverser le truc dans le genre, plutôt que de tout voir par le biais de la consommation et puis de nier qu'il y a des producteurs derrière, il vaut mieux rendre rationnel à lui-même le procès de production. Quoi. Non, je crois qu'il est plus... je pense que c'est plus... Mais il montre le code c'est quoi là? Le code, là, c'est la théologie, l'éthique, l'économie politique, etc. Quoi. Et il montre en quoi, finalement, ce code... quelque part, à mon avis, quoi, réduit l'être, qui finalement, lui, dans son esprit, je pense, est la mise en relation, enfin, les procès de consommation, procès de production dans l'être social. Je pense qu'il y a effectivement cette critique qui est toujours en filigrane, quoi, dans tous les bouquins de Puskar, qui a
surdétermination qui est amenée par le code et qui vient plomber, qui vient se projeter sur l'être, et finalement, mais qui occupe toute l'épistémologie du moment, y compris, quelque part, la paléontologie et puis et d'autres trucs, quoi. Je comprends tout à fait ce que tu dis, mais je pense que c'est trop global, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux, il faut pas non plus... Enfin, les sciences sociales, déjà vu, les sciences sociales, en fait, c'est récent, hein, je veux dire... Enfin, après, la théologie, c'est autre chose, mais je veux dire, les sciences sociales, de ce qu'ils désignent comme étant le néopontisme, en fait, de façon plus générale, c'est les sciences sociales non marxistes, quoi. En gros. Et du coup, c'est assez récent, et donc du coup, il y a une critique à en faire. Effectivement, tu peux en faire une critique au sens marxiste, et du coup, c'est très intéressant de dire qu'on va faire la critique de la religion. Ça a déjà été un peu fait au XIXe siècle, ça continue d'être fait, etc. Je nie pas ces choses-là, mais si tu veux, pour moi, être marxiste, si tu veux, c'est pas substituer. Je balance ça un peu dans l'air comme ça, hein, c'est pas une profession de foi, mais ce que je veux dire, c'est pour moi être marxiste et matérialiste, c'est pas remplacer l'éthique qui serait l'éthique des classes dominantes par une éthique qui serait l'éthique des classes opprimées, en tant que ces classes opprimées, elles seraient porteuses du bien parce qu'elles assumeraient le principe de réalité, qui en fait chez nous serait le principe du produire, si tu veux. C'est pas forcément... On peut le faire, si tu veux, mais très très vite, du coup, tu vois bien le problème, c'est que tu fais une espèce de contre-morale en disant, bah regardez, il y a tout un pan en fait du savoir qui est censuré par les classes dominantes parce qu'elles n'ont pas intérêt à l'avoir émergé ailleurs. Pour moi, être marxiste, c'est aussi se rattacher à l'histoire, c'est-à-dire que le capitalisme et la bourgeoisie, c'est aussi la classe révolutionnaire, en fait, quand tu lis un peu Marx, c'est celle qui gagne tout le temps, c'est la seule classe victorieuse, en gros, jusqu'à présent, qui a véritablement été victorieuse, qui a aboli les féodalités, c'est le sens du manifeste, hein, du Parti communiste, et donc il vaut mieux, je pense, se situer dans l'histoire et voir où sont les contradictions et comment est-ce que les choses vont finir par péter à un moment ou à un autre, et à partir de ce moment-là, effectivement, oui, se pose la question pour l'après, si tu veux, de se dire, bah, on va faire mieux, et surtout on va faire différemment. Parce qu'en fait, être communiste, c'est pas faire mieux que le capitalisme, c'est faire différemment du capitalisme pour moi. Et c'est pour ça que je pense que c'est plus intéressant, parce que après, quand tu te retrouves à vouloir faire une ontologie marxiste, évidemment, tu te poses la question du commencement, des catégories elles-mêmes, donc évidemment, tu fais, bah, on va appliquer le marxisme au marxisme, enfin, ça veut dire autre chose d'appliquer le marxisme au marxisme d'ailleurs, mais en l'occurrence, tu vas essayer de faire le procès de production du procès de production, en gros, parce que c'est pour ça qu'il s'intéresse à la phylogénèse. Mais si tu le fais pas, je pense que c'est beaucoup trop compliqué après d'essayer de percevoir la naissance d'un impératif catégorique, surtout avec une utilisation langagière comme ça de tous les concepts de la philosophie et de l'éthique. Dès qu'il s'agit de théoriser les premiers moments de l'espèce humaine, c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'il vaut mieux être un vrai matérialiste et puis s'intéresser à l'évolutionnisme, voir ce que tu dis en fait. Par exemple, quand tu parles du fait qu'effectivement, ils vont apprendre à maîtriser leurs outils, leurs volumes crâniens vont grossir, etc. Ça, je trouve qu'on se limite à ça, mais c'est déjà très très bien et c'est déjà beaucoup de savoir ça, quoi. Alors que quand tu es immédiatement en train d'essayer de fonder une éthique... oui, c'est ça, une espèce d'éthique de la production dès l'Homo erectus et les suivants. Après, tu retrouves sur un truc qui est anhistorique, quoi. En fait, tu ontologises le travail et le procès de production et tu fais de la morale, quoi. Non, parce que là, je pense que là, dans l'être et le code, par exemple, il montre la généalogie, finalement. Il a simplement il désigne, quoi, finalement le parcours du rapport de l'être du code. Il est ce qu'il est. Mais là, c'est une autre période, hein, que ici. Là, on est quand même ici, là-dedans. Oui. On parlait des sciences corporatistes, etc., enfin de son rapport aux sciences corporatistes, etc. Et ce qu'il critique en elle me semble relever, si tu veux, être le fait qu'il les voit justement relever du code de l'épistémologie bourgeoise. Je pense qu'il y voit une transcendance de l'essence humaine qui est appliquée
directement à certaines périodes et qu'il pense que cette transcendance est un effet, finalement, et fait partie du code de l'épistémologie bourgeoise. Donc c'est ça qu'il veut, qu'il désigne comme étant... il a le droit de le désigner. C'est pas pour ça qu'il dit, voilà... D'ailleurs, à chaque fois qu'il a essayé de dire quelque chose de programmatique, ça n'a pas été très réussi, le Parlement du travailleur collectif, tout ça, bon, même si dans l'absolu, ça peut être recevable, mais disons que bon, on voit pas trop comment ça peut se faire, quoi. Donc, je pense pas qu'il y ait une idée, si tu veux, préconçue d'une éthique prolétarienne clé en main, une épistémologie prolétarienne clé en main, mais au moins, en fait, il donne les billes pour apprécier le parcours phénoménologique depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, et en quoi beaucoup de sciences humaines, voire même de sciences de la nature, sont quelque part un peu illégitimes, si tu veux, parce qu'elles puisent dans le code finalement d'une épistémologie qui a été construite historiquement, des catégories pour rendre compte de tout, de l'être finalement. C'est pour ça qu'il parle de réduction de l'être par le code. C'est-à-dire que le code vient réduire l'être, et quand C'était pas l'inverse plutôt, c'est pas plutôt justement le kantisme, peut-être après le néo-kantisme, qui disait finalement il faut mettre des limites à la raison. Finalement, cette épistémologie, on va la limiter. On va dire en gros le noumen, le libre arbitre, la volonté, ça c'est du domaine du construit, etc. Alors effectivement c'est un certain domaine réservé aussi pour comment dire. Enfin, c'est de l'ordre du construit, c'est arrivé, je pense donc je suis, ça a existé. La critique de la raison pure aussi, ça arrivé à un moment donné. Dans une construction qui est de l'ordre à la fois des rapports entre comment l'espèce humaine s'est organisée, a survécu, comment certains ont pensé, etc. Et finalement, voilà, l'épistémologie, elle est, on l'a dit, limitée en fait. On la limite, quoi. Le droit, c'est quelque chose qui est de l'ordre du construit, c'est de l'ordre de la volonté, éventuellement de la volonté de ceux qui légifèrent, et c'est de l'ordre de quelque chose, donc c'était justement Weber, il disait il faut opposer la neutralité axiologique du savant en fait. On fait bien la distinction entre l'être et le devoir-être, et ça c'est peut-être justement là où va aller Kluskar justement, mais on fait la distinction entre l'être et le devoir-être, mais on essaie de trouver un devoir-être qui ait une rationalité dans l'être, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie de trouver un fondement intelligible à la règle, au devoir-être, et puis en appuyant un maximum sur le réel, quoi. Et sur un réel qui est analysé. Mais justement, après, le problème, c'est que justement, c'est là que ça marche pas, Weber, c'est que le réel, selon la classe à laquelle tu appartiens, c'est pas le même. Et du coup, ça, c'est là qu'il y a un problème avec la sociologie qui s'ignore, et que la sociologie de classe dominante. De toute façon, à un moment donné, tu ne peux pas penser qu'administrer un procès de production, c'est quelque chose qui est neutre, et tu peux pas supposer que tu as une solution magnifique. Or, l'efficacité, elle se thèse sur le fond du travail des gens, et puis l'efficacité, pourquoi, en vue de quoi, en vue de quel projet, et puis avec quels moyens mis en œuvre, quoi. C'est ça le problème. Et je trouve que Kluskar, là-dessus, si tu veux, je trouve que la démarche est pas inintéressante, si tu veux, de vouloir ramener au réel, en quelque sorte, les sciences sociales, et puis de dire, à un moment donné, c'est très très bien de construire une espèce de truc qui s'appelle la psychanalyse, en allant rester
dans les névroses de la bourgeoisie allemande frustrée, arriérée du 19e siècle, mais je veux dire, à un moment donné, il y a peut-être aussi un autre inconscient et puis un autre principe de réalité que celui qui est en vogue dans la famille bourgeoise, si tu veux. Et donc, faire cette critique-là par la gauche, ça me semble tout à fait légitime, mais il faut l'amener jusqu'au bout. Et puis si tu n'arrives pas à l'amener jusqu'au bout et que tu es coincé, il faut que tu avoues que tu es coincé. Il faut filer la patate chaude à quelqu'un d'autre. Mais si tu persistes dans le truc et que du coup tu te dis, mais je me rappelle quand même que je faisais ça au début parce que je suis un mec de gauche et donc j'ai envie de casser la gueule à l'ennemi, et tu vas faire appel à des choses qui sortent d'ailleurs, qui sont extérieures pour construire une éthique que tu sais être de gauche, que tu sais être du bon côté de la barricade en quelque sorte. Et c'est très très bien, ça va faire un joli programme, mais je veux dire derrière, si c'est pas articulé sur une analyse du réel et que tu es forcément obligé d'aller faire des emprunts extérieurs pour aller greffer un impératif catégorique ou un truc qui est pas en lien avec la production, Je crois pas, tu vas te retrouver piégé. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que le réel va dépasser la théorie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est exactement, enfin à mon sens, hein, comme je le perçois, c'est exactement l'inverse que propose Kouska. Au lieu de faire venir les choses de l'extérieur, tu parles d'impératif catégorique de devoir-être, il va te montrer que justement, comment le devoir-être se construit de l'intérieur, qu'il arrive et que finalement l'impératif catégorique qui arrivera avec Kant vient simplement coiffer un truc. Voilà. Mais justement, c'est le problème. S'il utilise le mot d'impératif catégorique et qu'il le sort de son contexte pour essayer d'en faire quelque chose dont il te trouve le fondement dès le clanique, forcément, comme c'est historique. Il fait ce qu'il a dit. Il dit que finalement le produire et le consommer, nous inversons la relation. Produire et consommer se mettent en relation pour constituer la théologie, l'éthique, l'économie politique. C'est-à-dire que finalement, c'est le produire et le consommer qui se mettent en relation pour constituer l'éthique, le devoir-être, mais pas pour le faire avec une idée transcendante. Mais donc de manière immanente, si tu veux, ça surgit de l'organique, et pas avec une interprétation, je sais pas quoi, panthéiste ou des trucs comme ça, mais finalement, il montre par la logique. Je crois que c'est la logique. Oui, mais il le montre par la logique, et à la fin, il en vient finalement à te faire l'économie politique du tribalisme clanique. Et pour moi, alors là, peut-être que c'est parce que c'est peut-être une question non, mais pour moi, parler d'économie politique dans une tribu, il y a un problème. Parce que la catégorie d'économie politique, c'est le monde bourgeois, quoi. C'est propre au monde bourgeois pour moi. C'est que là, si tu veux, même Aristote, quand il parle de la crématistique, c'est pas de l'économie dont il parle. Et d'ailleurs, justement, Max Weber en parle là-dedans. Il dit il y a un troll à un moment donné dans le truc parce qu'il se paye Werner Zombart justement en essayant de lui faire. Parce que Werner Zombart reprend des trucs de. Comment il s'appelle le mec qui avait fait des picturales, le super. Théoricien de l'esthétique, peintre, de la musique, Alberti, italien, voilà. Et en fait, il dit à Werner Zombart à un moment donné, vous faites dire des trucs à Alberti qu'il dit pas. Je veux dire, Alberti, c'est un mec de la Renaissance, vous pouvez pas comparer un mec qui parle de l'économie de la maison en s'inspirant de la Grèce antique et lui faire dire des trucs en allant prétendre que ce mec-là, quand il parle d'économie, il te parle de la gestion d'une entreprise. Parce que faire comme si Alberti, quand il parle d'économie, il est en train de te parler comme si c'était un gros capitaliste qui est en train de te parler de l'usage de son capital et des investissements, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que là, tu prends un mot dans la bouche d'un type de la Renaissance, et puis tu lui fais dire des trucs qui sont pas, qui sont anhistoriques, en fait, qui sont pas situables du coup. Alors là, je comprends ce que tu veux dire quand tu dis c'est pas inintéressant de voir comment le clan, comment les premières règles surgissent, tu vois. Et quand tu parles d'impératif catégorique, c'est même avant ça, je pense que c'est avant le clan, quoi, parce que quand il dit le il faut, c'est le il faut qui s'impose d'emblée, si tu veux, à l'homme, parce que sinon oui, mais c'est survit pas. C'est que ça donc ça, c'est bien avant le clan, quoi. Je veux dire, voilà, donc c'est vraiment les tout débuts de l'hominisation. Oui, mais qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Qu'est-ce qui lui permet à Kouska de dire ça? Il faudrait relire les passages en question, mais bon, ne serait-ce que la survie, quoi, la prématuration, etc. Donc tous ces données-là, effectivement, font que y a quelque chose qui s'impose et qui va constituer après d'autres
d'autres catégories beaucoup plus élaborées, l'éthique, etc. Mais je pense qu'il est dans une construction logique, quoi. Et d'ailleurs, dans l'être école aussi, c'est ça. Hein. C'est la logique de la production. Il emploie même des modèles logiques qu'il emprunte à Badiou. Ouais, mais justement, dans l'Estelle Code, tu as un rapport il cite de la littérature, il cite des événements historiques précis. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre qui est empirique, tu vois ce que je veux dire, un minimum. Il récupère des données il va du particulier à l'universel. Là, tu as l'impression que c'est l'inverse. En fait, il est sur des catégories universelles et puis les plaques sur le mot Ericus, quoi. Alors, ça fait des jolies constructions, mais qui sont de très belles constructions. Non, je crois pas. Enfin, moi, je ne pas comme ça que je le ressens. Je pense que c'est... Non, il essaye de construire par la seule logique de tout un peu comme il parle souvent de la statue de Condillac, etc. De l'intérieur, un truc non organiciste ou panthéiste ou quoi que ce soit, mais par la logique, donc à l'inverse du comment... Au contraire, alors des autres qui viennent plaquer une essence humaine, si tu veux, sur une périodisation anthropologique, lui, il vient essayer que ça par la logique, de la déduire. C'est une déduction qui se fait à travers des étapes, antéprédicatif, verticalité, survie, etc., temps-substance, spatio-temporel, etc. Donc il tire, si tu veux, finalement, des éléments organiques à minima, quoi. Et il en fait quelque chose par le... Donc moi, je crois que... parce que finalement, quand tu rapportes quelque chose de l'extérieur, c'est là qu'elle est l'anachronie. C'est quand tu viens imposer des catégories ou des codes qui viennent de l'épistémologie bourgeoise pour tenter de les plaquer justement sur des périodes qui sont absolument très lointaines, tout en, d'après ce qu'il dit, en squeezant, en court-circuitant l'homme originel. C'est-à-dire que... non, mais ça, sur tu vois, le truc, il y a quand même... intéressant. Moi, j'ai toujours eu un rapport difficile entre les transitions, à penser les transitions entre l'être organique et puis l'être inorganique et l'être organique, l'être organique et l'être social. C'est vrai que on sent qu'il y a un truc, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Je veux dire, dans les explications des palais. Enfin, pour moi, je le conçois comme ça. Les paléontologues, etc. Moi, je pense que là, il amène des éléments, si tu veux, qui permettent de reconsidérer la question. Bon, je sais pas, on n'est pas là pour dire qu'il a raison ou tort, mais bon, je pense qu'il est à prendre en considération, à mon sens, parce que l'apport de beaucoup de sciences dures, beaucoup de sciences humaines, est insatisfaisant par rapport justement à cette transition. Il n'explique pas, à mon sens, correctement la chose, et justement, sans doute, parce qu'il y a peut-être justement le court-circuit de cet homme originel dont il fait la théorie.